Orion est un rendez-vous majeur pour les armées françaises qui répond à de nombreux objectifs et permet un entraînement commun en interarmée et en multinationale. En prenant en compte... Bonsoir ou bonjour à tous pour cette troisième partie de notre émission Gen X. Vous avez compris, on vous fait ça en 3 parties. Et donc dans cette troisième partie, nous allons vous parler de l'exercice Orion 2023, l'exercice de l'armée française. Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Comme un appelant dans ton esprit. Commande le présent, commande le passé. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Qu'est-ce que le premier catéchisme? Sais-tu exactement de quoi je parle? Tu honoreras le consommateur. De la matrice. Pour m'accompagner, toujours, Castellan et Pogno. Oui, bonjour à vous qui nous écoutez, et puis, bonne émission. Bonjour à tous les deux, et puis surtout à nos auditeurs. Alors, l'opération Orion, pour commencer sans préambule, puisque on est sur la troisième partie, c'est un exercice interarmes de l'armée française qui a démarré il y a peu de temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Orion? Parce que figurez-vous que ça n'a rien à voir avec des phénomènes stellaires. Orion, ça veut dire opération de grande envergure des armées, résilientes, interopérables, orientées vers le combat de haute intensité et novatrices. Voilà, je vous conseille, rigolez pas, c'est pas bien de se moquer les mecs. Je vous mettrai en lien, bien évidemment, le lien vers défense.gouv.fr. Vous pourrez éventuellement télécharger, comme je l'ai fait, le dossier de presse, parce que c'est vachement intéressant. Alors, l'objectif d'Orion en 2023 vise à recentrer l'entraînement des armées sur l'hypothèse de réactivité à tout type d'événement via un entraînement multi-milieu et multi-champ, le M2MC, à grande échelle. Évaluer les capacités internes à assumer une opération d'envergure majeure des armées, renforcer l'interopérabilité avec nos alliés et éprouver de nouvelles capacités. Voilà, tout ça c'est sur le papier. Je vais pas vous lire, bien sûr, tout le PowerPoint, mais il fait 20 pages et il est tout à fait intéressant. Ce qu'il faut préciser, peut-être vis-à-vis d'Orion, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose qui n'a pas un exercice en réel. Je crois que le dernier, c'était dans les années 60, 60-70. Ça n'a pas été fait depuis très longtemps sur le territoire français. Les moyens engagés peuvent... Alors, je vais essayer de rester factuel, après je vous livrerai un peu mes commentaires, mais globalement, vous avez une division à 3 brigades, dont 2 simulés, 2300 véhicules, dont 400 véhicules de combat, 40 hélicoptères, 100 drones militaires, 30 bâtiments, donc ça c'est pour la marine, hein. C'est pas des bâtiments, on dit pas un bateau, on dit un bâtiment, hein. J'en connais un qui ici nous écoute, va rigoler. 30 bâtiments, dont un porte-avions et 2 porte-hélicoptères en fini, et 50 aéronefs de l'aéronaval. Pour ce qui est de l'armée de l'air et de l'espace, parce que ça s'appelle comme ça maintenant, 10 bases aériennes, 80 aéronefs, 2 drones mâles, où sont les drones femelles, 6 systèmes de défense solaire et 20 capteurs spatiaux, donc des satellites. Donc c'est quand même un exercice de grande ampleur, hein, ça fait quand même, si mes informations sont exactes, on a eu un premier article qui a été publié il y a 2 ans, donc ça fait bien facilement 2 ans que l'armée se prépare à se livrer à cet exercice, hein, ce qui est fondamental. Et effectivement, on ne peut que saluer cela. Le scénario, hein, c'est en page 6 du PowerPoint, un scénario fictif, mais crédible. Parce que c'est important que ce soit crédible. Et c'est là que on peut découvrir, on essaiera de vous mettre en insert, ou de vous mettre des liens pour que vous puissiez aller regarder la carte. Tout cela se fait dans le cadre d'une coalition internationale, et la France prendrait la direction opérationnelle de ce fer de lance, qui est un débarquement dans un pays fictif qui s'appelle Arnland, qui a été envahi par Mercure, et l'insertion de nos troupes se fait au profit des troupes de Arnland qui se défendent contre Mercure. Bon, je vous le fais très simple, hein, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais globalement c'est ça. Il ne vous échappera pas que ça fait penser à un scénario tout à fait crédible et actuel. N'est-ce pas? Vous regarderez la carte et vous me direz ce que vous en pensez. Le focus, il y a ce qu'on appelle un focus cybernétique, pas cybernétique, cyber, pardon, la phase 2 d'Orion, parce que l'opération va se dérouler, pardon, je vous ai oublié, en 4 phases. La planification opérationnelle qui a eu lieu de mai 2022 à février 2023. L'entrée, premier échelon, l'entrée en premier, qui se fait entre fin février et mi-mars 2023.
En 3, les travaux civilo-militaires phase 3, fin mars 2023, et la 4, qui est l'opération de grande, c'est-à-dire le deuxième échelon et le troisième échelon, qui se feront entre mi-avril et début mai 2023. Donc vous le voyez, c'est échelonné sur plusieurs mois, et ça va permettre à nos forces armées de coordonner leurs efforts entre eux, avec nos alliés et avec les acteurs civils. Cela représente 7000 militaires, et donc va être engagée dans ces exercices la 6e brigade légère blindée, qui est constituée de la 6e compagnie de commandement et de transmission, du 1er régiment étranger de cavalerie, du 1er régiment de Spahis, du 2e régiment étranger d'infanterie, du 21e régiment d'infanterie de marine, de la 13e demi-brigade de légion étrangère, du 3e régiment d'artillerie de marine, du 1er régiment étranger du génie, et du 4e RIMA. Donc, vous avez donc là une force qui est mise en place pour la projection. Comme vous pouvez le voir, c'est de l'infanterie de marine, de la légion étrangère, c'est-à-dire tout ce qui en fait pouvait s'appeler à l'époque les forces coloniales françaises en réalité. Donc l'exercice Orion est regardé de très près par nos alliés, entre guillemets. Il est à noter que l'élément américain sera ici en simulé. Il n'y aura pas l'élément, les éléments en fait alliés ne seront pas là en réel. Vous n'allez pas voir des M1 Abrams débarquer sur les côtes de Provence. C'est dommage. Bah oui, il y en a qui auraient peut-être voulu, mais non. Vous pouvez éventuellement regarder une petite vidéo qui est toujours sur la page de l'exercice Orion, qui est très intéressante, et on voit que la France a mis les moyens de communication avec un teaser, une vidéo YouTube qui explique tout ça, la carte de l'exercice qui va se dérouler dans un premier temps sur les côtes de la Méditerranée et qui va remonter jusque dans le Lot. Vous avez une autre zone qui va se dérouler, une zone d'exercice qui va se dérouler dans les Ardennes, la Marne, enfin tout l'est un peu de la France, et une autre partie d'activité qui se déroulera en Bretagne, ainsi que pour la composante aérienne, en Aquitaine et dans le centre de la France. Et donc attendez-vous dans les mois qui viennent à voir passer des Mirage 2000 à ras de vos maisons. Est-ce que ça va défriser les moutons? Je sais pas. L'armée française vous prépare tout un déploiement, et vous allez en entendre parler. Alors, il y a déjà eu quelques articles qui sont passés avec des réactions de la population, etc., qui sont à la fois fascinés et apeurés quelque part de voir tous ces militaires, ces beaux militaires français débarquer dans nos régions. Alors, voilà, je vous ai donné les faits, l'exercice Orion. Maintenant, peut-être allons-nous nous livrer à quelques petits commentaires. Dans un premier temps, alors, étant donné que c'est une force de projection, je ne m'attendais pas forcément à avoir un gros élément blindé, mais en réalité, si on se projette sur un scénario crédible, comme il nous l'est dit, et que il est bien là question d'un exercice de débarquement en Ukraine, pour mettre les pieds dans le plat, je crains fort que l'emploi d'AMX 10RC soit un petit peu léger. Sachant que les régiments de l'armée française qui sont équipés de chars lourds, notamment la 3e brigade mécanisée avec le 1er 11e régiment de cuirassiers, tout cet échelon-là n'est pas du tout considéré dans l'exercice Orion. Alors, si des spécialistes de la défense pouvaient m'éclairer sur ce sujet, moi la seule raison pour laquelle je me dis que le char Leclerc n'est pas pris en compte dans les exercices, c'est que, en principe, il est difficile de créer une force de projection avec des chars Leclerc. Ça va pas forcément avec un scénario de débarquement. C'est ce que je me suis dit. Ou est-ce que c'est pas non plus pris en compte par la doctrine d'emploi des forces de projection françaises? Bref, je trouve ça un peu étonnant. Certains commentateurs ont soulevé quelque chose qui m'a fortement intéressé. C'est, dans tout le narratif, si vous voulez, de cet exercice, on ne voit à aucun moment la question de l'emploi, en fait, et de la coordination, du triage des blessés, etc. Tout ça, en fait, est totalement effacé de la question. Par ailleurs, si on suit les commentaires qui sont faits par certains spécialistes de la question, on peut aussi se poser la question de la pertinence d'un tel exercice, puisqu'en fait, le but de cet exercice est de préparer l'armée française à un conflit de haute intensité, mais certains commentateurs vous diront que c'est, haute intensité, oui, mais pour 48 heures à 3 jours, puisque en réalité, on manquerait cruellement de munitions, etc. Donc voilà, pour ce qui est des commentaires, alors, par ailleurs, sur un autre échelon,
je trouve ça mesquin de ne pas voir les troupes des Alliés. Alors, est-ce que ça peut être un problème de logistique pure, ça peut être aussi un problème purement, comment dirais-je, politique, c'est-à-dire que on ne veut pas aller déranger les communes avec toute une bande d'Américains, d'Anglais, de Belges, hein, parce qu'il y a toutes ces nations-là sont inclus dans l'exercice Orion. Mais ça m'aurait pas paru déconnant d'avoir des troupes alliées dans le réel. Or, on nous dit qu'elles ne seront que simulées. Et c'est vrai que mon côté un petit peu taquin me fait dire que les Américains n'ont pas envie de se faire chier à faire des exercices avec la France, donc ils vont simuler leur présence. Je suis peut-être un petit peu taquin, je suis désolé, mais c'est un peu ce qui m'est venu à l'idée. Par ailleurs, au niveau des commentaires, c'est ce que je disais dans le précédent opus de notre émission, la France est en déclin du point de vue de l'effectif global, hein, puisque de 89, je vous le rappelle, hein, à 2019, on est passé de 554 000 hommes à aujourd'hui 304 000 hommes. Au global, c'est le personnel. Ce qui est intéressant de constater également, c'est que la part du PIB consacrée à la défense, d'après le Stockholm International Peace Research Institute, est passée des années 60, on était à 5,4% du PIB, à aujourd'hui 1,9%, et encore c'est remonté, hein, puisque vous avez en 2019, on était à 1,8%, et ça a été remonté un petit peu en 2021 à 1,9%, c'est pas grand chose, et curieusement, vous pourrez constater que de 1960 à nos jours, on est passé d'une dépense de 3,26 milliards à aujourd'hui 56,65 milliards de dépenses. C'est-à-dire que, comme n'importe quelle société dont le but est de faire du profit, le complexe militaro-industriel, on peut dire qu'il se porte bien. Voilà. Donc en fait, ça coûte de plus en plus cher, mais paradoxalement, on inverse. Vous avez deux courbes inverses. Vous avez la courbe de dépenses qui monte, le pourcentage de PIB qui descend, et le pourcentage et le nombre d'effectifs qui descend. Donc on paye très cher pour pas grand-chose au final. Voilà à peu près les commentaires que j'avais envie de faire vis-à-vis de cet exercice Orion. J'espère que j'ai pas été trop rapide et que j'ai pas trop parlé dans ma barbe, mais je souhaitais continuer cette discussion avec Castellan et Tonio. Alors les gars, allez-y, je vous ai entendu ricaner, j'ai envie de vous entendre maintenant. Alors j'ai deux choses à dire. La première, c'est quand on regarde la fausse carte des faux pays de l'opération Orion en phase 4, nous voyons bien une invasion depuis Mercure sur Hornland. Oui. Alors, ça s'est déjà vu, mais on a appelé ça les 3 guerres franco-allemandes. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est quand tu as évoqué en fait les bénéfices du complexe militaro-industriel. Quand est-ce qu'en fait ils décideront, ces fameux complexes, que au fait ils auront mieux à faire plutôt que de vendre à des États, de fournir leurs propres troupes. Hein, ça s'est déjà vu aussi. Alors là, plus dans on va dire dans de la culture populaire rôlistique. Ah non, pas que. Hein. Mais bon. Pas que. T'as un pourcentage non négligeable de l'armée anglaise impliquée dans la Révolution américaine qui était fournie par la S. Oui. Oui, puis de toute façon, on voit de plus en plus que maintenant, c'est assez, je vais pas dire cocasse, mais c'est assez curieux de voir qu'aujourd'hui, alors qu'en fait, au XIVe et au XVe siècle, tu vois, t'avais les grandes compagnies, hein, qui étaient des mercenaires, hein, ni plus ni moins. Puis on est passé des grandes compagnies à des armées de métier, puis des armées nationales, et maintenant, il y a comme un retour en arrière, une régression, dirons-nous, si je voulais être mauvaise langue, vers les grandes compagnies, tu vois, on repasse au mercenariat. C'est pratique, ça évite d'avoir des cercueils avec les drapeaux qui reviennent à la maison. Une marchandisation terrifiante. Moi, ce qui me chagrine dans l'histoire d'Orion, hein, c'est que finalement, j'ai pas l'impression qu'on rayonne beaucoup avec ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas... Rien que dans le nom, on parle de résilience. Avec les moyens du bord, on trouve pas de Charles Leclerc dans l'opération. Effectivement, ça commence mal. Surtout, tu parlais aussi des manques de munitions, si on le prend pas en compte, ça risque d'être compliqué, et en fait, c'est un exercice qui pourrait en fait servir à rien, en fait. Et justement, quel est le réel objectif de cette opération? Est-ce que c'est vraiment de en gros faire peur à la Russie et de montrer que l'Europe a encore une force militaire puissante? Est-ce que
c'est pour autre chose. Est-ce que c'est pour habituer les Français à avoir une guerre sur leur terrain? J'espère pas quand même. Mais ouais, j'y ai pensé, figure-toi. J'ai pensé à ça. Mais en fait, pour te répondre un peu, Tonio, pour on va dire rebondir sur ce que tu viens de dire, je dirais que c'est plutôt une sorte de, j'y vois plutôt comme une sorte de tu sais, de coup marketing. C'est ça, je pense que c'est pas dirigé vers les Russes ou en interne, c'est plus dirigé vers le grand patron de la zone occidentale, dire aux Américains, vous savez, on est encore la grosse armée européenne parce qu'il y a les Allemands derrière qui ont mis 100 milliards. Oh, on est toujours là. Avant que les chleux ils nous volent la vedette entre guillemets. Non, non, je pense que c'est plus un coup marketing pour dire aux Américains, vous savez, on a encore une armée quoi. Bon, les Américains ça leur fera ni chaud ni froid, mais... L'impression que j'ai, c'est que... Excuse-moi, je t'ai coupé. L'impression que j'ai, c'est que Macron se lustre. Voilà, il fait le mariole. Il se lustre, c'est ça que t'as dit? Ouais, il se lustre, comme d'hab. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, je le vois bien, moi, après avoir reniflé un grand coup, regarder ses copains et faire, on va faire un gros exercice, là, ça va claquer. Ça va être beau. Non mais c'est horrible. Attention, hein, je préfère dire une chose, c'est que j'ai un profond respect pour l'armée française. Je pense que voilà, tout un tas de gens plus que compétents dans l'armée française, mais j'émettrais quand même un sérieux doute sur le sérieux des gens à l'état-major. Enfin, franchement, c'est-à-dire que si un politique dit blanc, les mecs ils vont dire blanc. S'il dit rouge, ils vont dire rouge. Et ne soyons pas naïfs, il est extrêmement important de faire des exercices militaires, c'est évident. Non, mais ça, d'accord. Enfin, moi, je trouve ça très bien. Mais l'impression que j'ai, c'est plus au détriment de la France que à sa grandeur. Bah, c'est vrai que ça apparaît vraiment comme un coup de com', effectivement, puis ça permet à Micron d'enfiler un costume qui est bien trop grand pour lui, mais qui est celui de chef de guerre. Ouais, c'est enfin voilà quoi, c'est-à-dire que sur une montée de poudreuse, il a dû avoir une fulgurance, hein, comme on dit, mais ouais, c'est un coup de com'. Ouais, Jupiter qui met la pâtée à Mercure, ça marche. Tout ça pour les beaux yeux de Vénus. Alors, chers amis, chers auditeurs, c'est le moment pour moi de vous rappeler de cliquer sur le pouce en l'air, hein, si vous avez aimé cette émission. N'oubliez pas de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment, hein, vous connaissez l'exercice. Cliquez sur la cloche pour bien être averti à chaque fois qu'on sort une nouvelle vidéo. Je vous rappelle aussi que nous avons mis en place les cercles de gentilshommes. Hein, on est présent dans 17 régions de France. Adressez-vous sur notre Discord. Nous avons tout un arsenal de réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous trouver. On est aussi sur Instagram. Et c'est l'occasion pour nous tous de nous réunir dans le réel et de lier des liens, des vrais liens. Vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee, parce que bien sûr, on a besoin de matériel pour créer des émissions. Tous les liens sont dans la description. Venez nous rejoindre dans le réel, ça nous fera très plaisir. Merci. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Il y a un excellent article dans le Théâtre de Belly là, sur le service de santé des armées aussi. Hein. Parce que ça, c'est un échelon... L'article s'appelle « Le soutien médical d'un engagement de haute intensité ». Lisez-le, c'est intéressant. On est dans une société qui a peur, en fait, finalement, qui ne veut pas regarder la réalité de ce que peut être un engagement sérieux. Et donc, effectivement, dans la proposition d'Orion, il n'y a rien qui est dit sur... Enfin, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Il n'y a rien qui est dit sur les capacités à encaisser, la capacité du service de santé des armées à encaisser les pertes, etc. On n'en parle pas. C'est pour ça qu'effectivement, ça corrobore un peu l'histoire du coup de com'. Je vois pas à quel moment c'est pris en compte. Alors, est-ce que c'est pas pris en compte volontairement? Peut-être. Parce qu'en fait, il parle d'un groupement tactique logistique qui intègre également une antenne de chirurgie et de sauvetage, et un groupement de soutien interarmé qui a pour mission d'assurer le point d'entrée logistique du théâtre d'opération, donc ça c'est de la logistique. Bon, il y a une antenne de chirurgie et de sauvetage. Sur un effectif de 7000 hommes, je sais pas, alors est-ce que c'est géré à un échelon inférieur? Il y a peut-être... là, effectivement, je parle en ignorant. Mais la phase 3 d'Orion nous dit soutien national à l'engagement des armées, parce qu'en fait, et également ça c'est un truc à préciser, ils le disent dans la vidéo, il y a la guerre de l'information qui est pris en compte là-dedans. Hein, donc c'est comprenez ce que vous voulez. Mais soutien national à l'engagement des armées, droits et normes, ressources humaines et réserves, rétroaction sécuritaire sur le territoire national, ça veut dire de l'antiterrorisme,
Communication et lutte informationnelle. Ça, c'est la phase 3. Oui, lutte informationnelle, c'est propagande de guerre, mais ça, c'est bonne guerre, j'ai envie de dire. On voit normal, bien c'est sur le naturel. conflit ukrainien, des deux côtés, ils font de la propagande, il y a du brouillard de guerre. C'est logique. Ouais, totalement. Il y a un commentateur là sur un article que j'ai chopé aussi qui disait quelque chose d'intéressant sur le volet cyber. Apparemment, c'est vrai que si on regarde le conflit ukrainien, le volet cybernétique, il est assez catastrophique. Enfin, pas cybernétique, pardon, cyber. Je parle toujours de cybernétique, mais ça n'a rien à voir. Le volet cyber n'est pas très reluisant. Alors, on a des éléments comme Radio Free Europe. Vous savez, cette espèce de vieux truc qui a vu le jour pendant la guerre froide, qui a repris du service. Je me suis amusé à regarder leurs vidéos, c'est de la propagande, c'est juste parfait, quoi. Bon, j'espère que tout le monde sait que c'est un organe de la CIA, c'est de notoriété publique. Hein. Lancé en pleine guerre froide par la CIA pour encourager la dissidence anti-soviétique à l'Est, Radio Free Europe a trouvé une nouvelle audience avec la guerre en Ukraine. Financée par le Congrès américain, elle diffuse en direction des publics russes, ukrainiens, est-européens, caucasiens et centra-asiatiques pour informer et contrebalancer la propagande de Moscou, raconte The New York Times. Et même la réelle com sur le conflit ukrainien, est-ce que les gens sont encore dupes? Déjà, est-ce que les moyens mis en place pour contrecarrer l'armée russe sont réellement effectifs sur le terrain? Je suis pas bien sûr. Surtout qu'en plus, comme je l'ai évoqué la semaine dernière, la stratégie des Russes, et en fait c'est ça leur grande offensive, c'est de créer des micro-chaudrons, de grignoter et de faire le plus de dégâts sur les micro-chaudrons. Hein. En gros, ils font mijoter le chaudron, puis une fois que c'est cuit, hop, ils passent à autre chose. Et en fait, les Ukrainiens, avec tout le matériel et l'entraînement otanien qu'ils ont, ils sont inefficaces par rapport à ça, en fait. Les doctrines de l'OTAN, en fait, ne sont comme l'OTAN, en fait, est sous quasiment doctrine militaire américaine. Les Américains, c'est choc et effroi. Hein. Afghanistan, Irak, on peut faire la liste est longue, même Libye, Syrie, etc. Ils arrivent avec en tirant de partout et avec beaucoup de matériel. Et puis, mais par contre, ils sont incapables de faire la paix. Enfin, de maintenir la sécurité dans un territoire plus ou moins conquis. La preuve, ils sont partis de l'Afghanistan comme des sagouins. Oui, d'accord. L'Irak, c'est une catastrophe. Enfin voilà. Ce que nous dit, j'en reviens à l'échelon cyber, parce que ce que nous dit un article, pareil, je le mettrai en lien, c'est que quelque part, les cyberattaques ont déferlé. Hein. Je peux vous donner quelques exemples. Il y a, par exemple, pour la collecte du renseignement, selon un rapport de Microsoft, la Russie aurait mené des opérations de cyberespionnage contre plus de 120 entités, majoritairement gouvernementales, dans 42 États depuis le début de son invasion, sans doute pour scruter les faits et les gestes des soutiens de Kiev, un constat appuyé par le GCHQ britannique et le CST canadien. En Ukraine même, Moscou aurait aussi piraté diverses bases de données gouvernementales, vraisemblablement dans le but de ficher les citoyens ukrainiens susceptibles de mener des activités de résistance dans les territoires occupés. Bon, ok, ça c'est un exemple. C'est tout à fait cohérent dans une logique de guerre. Mais apparemment, en fait, les observateurs nous disent que finalement, toute la guerre cyber n'a eu que peu ou pas d'effet sur les troupes au sol. Voilà. Alors, bon, peut-être qu'on aura un commentateur un peu plus geek qui nous dira que non, c'est des conneries, c'est génial. Mais a priori, ça n'a pas trop marché. Sachant que du point de vue américain, enfin pour le peu que j'en ai écouté, ils considèrent que les Russes, en termes de guerre cyber, ils sont plus avancés qu'eux. Ouais, tout à fait. Et les Chinois aussi d'ailleurs. Ah oui, les Chinois, c'est terrifiant. Là, d'ailleurs, il y a un très bon bouquin qui est sorti là, sur le sujet. Il faudrait que je le retrouve. Sur un déclenchement de guerre, de Troisième Guerre mondiale, et le gars qui a écrit ça, c'est pareil, c'est un analyste américain de haut vol, hein, c'est pas un auteur standard. Et le scénario probable, c'est un piratage des systèmes de suivi des sous-marins nucléaires américains, ainsi que le fait d'avoir implanté tout un tas de puces, parce que la plupart des puces utilisés par l'armée en fait sont fabriqués en Chine, et lorsque se déclenche le conflit, en fait les Chinois court-circuitent totalement l'armée américaine et leurs systèmes sont inopérationnels, etc. Donc on est sur des scénarios qui ne sont pas déconnants. C'est pas l'Aigle et le Dragon, le livre dont tu parles? Oh non, écoute, faudrait que je le recherche, je vais pas.
J'avais pas prévu. Parce qu'il me semble que t'as un livre comme ça qui s'appelle L'Aigle et le Dragon. Alors je sais pas si c'est un livre qui est plus ou moins fictionnel ou qui est vraiment de la doctrine et de l'analyse militaire. Mais c'est un livre que j'ai vu apparaître dans mes recommandations là où je vais chercher mes livres. Et en fait, c'est un livre qui évoque justement le scénario d'un conflit à haute intensité entre Washington et Pékin, quoi. Après, dans ces cas-là, je pense pas qu'ils fassent la propagande de leur perdition et du fait qu'ils se soient fait pirater. Non mais c'est vrai. Il y a des choses qui nous paraissent bizarres. Par exemple, sur les chars qui sont envoyés en Ukraine, peut-être qu'il y en a qui ont des problèmes techniques dû à ça, ou peut-être que simplement ils ont été vendus quelque part. Mais il y a du matériel qu'on ne voit pas sur le terrain. Peut-être qu'il y a des cyberattaques qui ont mené à quelque chose. On ne sait pas. De toute façon, ils vont pas nous le dire. Oui, c'est certain. Le bouquin dont je parlais s'appelle Ghost Fleet. Et c'est écrit par un certain August Cole. Et August Cole, W. Singer. Voilà. Pour ceux qui parlent anglais, c'est plutôt intéressant. Ok. C'est du même niveau que Tom Clancy, quoi. Ce qui ça m'étonnerait qu'on mette en doute Tom Clancy, tout de même. Donc voilà, enfin, ça fait partie aussi de cette littérature qui est intéressante parce que c'est de la littérature de prospective militaire, etc. C'est pas déconnant, franchement, si on met en parallèle le scénario d'Orion et certains bouquins, je préfère lire des bouquins que le scénario d'Orion. Il y a quand même plus à manger dedans quand même. Bref. Bah, t'as cité Clancy, c'est-à-dire qu'entre le fameux exercice Orion et Jack Ryan, ça a quand même plus de charisme. Non mais blague à part. Quand tu lis La poursuite d'Octobre Rouge, etc. Enfin, il y a quand même. Oui, c'est ça. Ou Red Tide. Jeu de guerre. Oui, après ça reste des romans. Voilà. C'est fait pour... Ouais, mais c'est des romans quand même. Clancy, c'est quand même des romans qui ont une base très sérieuse et Clancy, il a quand même ses sources d'inspiration bien intégrées dans l'armée et le renseignement américain. Oui, tout à fait. Non mais ça fait partie des trucs à lire. Alors je sais pas ce que ça vaut, ça fait des années que j'ai pas mis le nez dedans, mais Jane's Weekly, j'étais abonné à passer un temps parce que je lisais beaucoup sur le sujet. C'est des revues en fait qui sont intéressantes pour se mettre un petit peu au fait des choses. Oui. Faut pas oublier que bref, Clancy c'est pas l'auteur classique, hein, il a toujours un petit peu barboté dans les milieux de la barbouzerie, on va dire. Donc bon, mais il faut aussi comprendre que ces auteurs-là servent également de paravent et de doctrine. Ça permet de faire de la propagande aussi. Je suis certain qu'il y a tout un tas de gosses à la suite de ces lectures qui se sont engagés dans l'armée américaine. Ça fait partie du folklore, on va dire. Enfin, pour en revenir à Orion, bah, je sais pas, mais ça me paraît pas. Ça me paraît avoir de grosses aspirations, mais assez peu de moyens. Mais sachant que pour ce qui est des chars Leclerc, dans l'intégralité, je crois, des chars Leclerc sortis de l'usine, je crois il y en a que 20%, si je dis entre 20% et un tiers qui sont à peu près potables et en état de marche. Le reste sont dans des hangars. Oui, j'avais cherché les chiffres à l'époque. C'est pas fou. Par exemple, si on regarde l'effectif du 1er 11e régiment de cuirassiers, il y a 2 groupes de 40 chars, 80 chars. C'est peu. C'est peu, surtout si on se met en perspective. Parce qu'en fait, les régiments de chars Leclerc en France, il y a le 1er 11e régiment de cuirassiers, qui appartient à la 3e brigade mécanisée, le 6e 12e régiment de cuirassiers à côté d'Orléans, c'est la 22e. À Olivet, ouais. Voilà, 22e brigade blindée, et le 1er 2e régiment de chasseurs à Verdun, 7e brigade blindée, et les régiments de chars de combat du 501e et 503e à Bourmelon. Ça veut dire que je suis pas allé chercher, mais si on prend 80 chars à chaque fois, ça doit faire à peu près 250-300 chars sur le papier. Ouais, c'est ça. Une chose comme ça, ouais. Ce qui est pas hallucinant, quoi. Enfin. Sachant que encore une fois, hein, sur 80 chars, on va dire par escadron, enfin 40 chars par escadron, 80 chars sur l'ensemble du régiment. Par groupe, hein. Les 80, ils sont pas en état de fonctionner. Hein. Ouais. T'as pas mais 80 voilà, exemple, chars qui vont sortir du régiment comme ça. Le 6e, 12e régiment de cuirassiers, enfin les 6e et 12e, ils sont
60 chars. Ouais, mais c'est rien. Enfin, c'est pas énorme. Hein. Et c'est vrai que lorsqu'on met ça en perspective avec les chiffres qu'on a en face de nous, bon, regarde, il faudrait chercher en Allemagne combien il y a de léopards, mais il peut y en avoir beaucoup plus. Hein. Vous trouvez pas ça étrange le fait de se dire que pourquoi on sait ça en tant que civil? C'est évident. Oui. Bien sûr. Non mais donc est-ce que ces informations sont réellement fondées, ou est-ce que c'est pas justement de la contre-propagande? Est-ce que bah écoute, je me pose régulièrement la question, parce que comme je fais du wargame, je vais chercher toutes ces informations-là pour pouvoir simuler des batailles. Et effectivement, l'ordre de bataille, comment ça se fait qu'on les a aussi facilement? Cela dit, j'espère que c'est complètement faux et que, je sais pas, caché dans un coin, on a 500 Leclerc qui sont pas à débouler. C'est possible. J'ai un peu du mal à le croire. C'est possible. J'ai un peu du mal. Après tout, enfin, je veux dire, dans les doctrines modernes, maintenir le brouillard de guerre, ça fait partie intégrante des doctrines, hein. C'est très important. Donc, moins des gens comme nous peuvent avoir d'informations, parce que sinon, on peut avoir ce genre d'informations sur le fait que t'es le premier 11e qui est 80 chars, le 6-12e qui est 60 chars. Sinon, on arrive à trouver ça. T'imagines bien que des hackers militaires de quelques pays que ce soit, ils arrivent à trouver bien mieux. Mais oui, mais c'est pas très dur d'avoir des infos. Hein. Non. Mais ouais. Enfin, je suis assez d'accord avec toi. Je croise les doigts pour qu'on ait des chars sous la pogne. On sait jamais. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose vis-à-vis de l'exercice Orion 2023? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on a poncé le sujet ou est-ce qu'on a envie de dire autre chose? Bah, à part que ça a l'air d'être un gros coup de com qui serait plus destiné à l'OTAN et aux Américains que à la Russie ou autre chose, ou même en interne. Je vois pas ce qu'il y aurait à rajouter de plus. Puis je pense qu'on a bien fait le tour du sujet. Hein. Et puis après, on pourrait aussi étendre sur tous les problèmes en soi de l'armée, mais bon, c'est pas une émission de 30 minutes qui nous fera dire tout ça. Non, c'est certain. Et puis, personnellement, ça me dérangerait un peu de parler des problèmes de l'armée, sachant que je n'y suis pas. Et la seule perspective que j'ai, c'est... effectivement, on peut être critique. Et la seule perspective que j'ai, c'est des gens qui sont dans l'armée et qui m'en parlent. Mais voilà, on a quand même mené ces dernières années des projections en Afrique. A priori, c'était plutôt honorable, et il fallait le faire. Et voilà, à un moment donné, il faut peut-être ne pas se comporter comme des gauchistes à tout le temps critiquer notre armée. C'est évident. Bah, de toute façon, je veux dire, du soldat de 2e classe jusqu'à peu près les grades de lieutenant ou de capitaine, on a une armée qui tient vraiment la route, même dans certains régiments jusqu'au grade de colonel. Au-dessus, dès que ça passe à l'état-major, là, ça commence à devenir problématique. Mais les soldats du rang et tout ça, eux, y a rien à dire. Ça devient politique. Hein. Oui, bah oui. Mais après, au-delà des effectifs, il y a juste un truc pour conclure. Je m'amusais à regarder, parce que vis-à-vis en fait de l'opération Orion, c'est pareil. Je regardais un peu notre équipement aérien. Et on est principalement équipé de Mirage 2000, qui sont en train d'être gentiment mis au rebut au profit du Rafale. Puisque Macron a annoncé qu'il voulait un tout Rafale d'ici 2035. Et je vous rappelle également qu'il a annoncé, alors je sais plus comment il s'appelle, le SCAF, l'année dernière, destiné à remplacer le Rafale et l'Eurofighter d'ici 2040. Pendant que nous, on est en train de faire ça, vous trouvez des puissances comme les États-Unis, par exemple, qui sont passés dans le même temps du F-14 au F-16, au F-18, au F-35. Enfin, vous voyez bien, alors effectivement, les budgets sont sans commune mesure. Et notamment, un des éléments qui me paraît assez intéressant, c'est le A-10 Warthog, qui est toujours en emploi, et il n'est pas prêt à être remplacé. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des moyens qui sont mis en fait, à équiper avec des plateformes spécialisées, chose qu'on voit assez peu ou pas dans l'armée française. Donc on dépense de plus en plus d'argent, mais qu'est-ce qu'on en fait quoi? Moi c'est ça la grosse question, quand je regarde de mon point de vue de civil, qu'est-ce qu'on fout de tout ce pognon? Parce que c'est quand même considérable, on est en milliards, hein. On est à 56,65 milliards d'euros en 2021. Bah à part gaver un complexe militaro-industriel... Tu vois,
Donc, alors, il nous cache quelque chose, effectivement, comme le dit Tonio, il y a peut-être 500 Leclerc qui dorment dans un coin prêt à l'action, flambant neuf, quoi. J'ai du mal à le croire, quand même. Alors, si quelqu'un dans les commentaires est prêt à nous éclairer sur qu'est-ce que la France fout de 56,65 milliards d'euros, qu'est-ce qu'ils en font, eh bien, on serait très content de le savoir. Merci beaucoup. Puisque vous n'avez plus rien à rajouter, je vous propose de mettre un terme à cette émission. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Nous l'avons consacré à Orion 2023. Éventuellement, nous y reviendrons peut-être en fonction de certaines évolutions, peut-être au fil de vos commentaires qui peuvent nous permettre d'éclairer nos lanternes. Nous nous lancerons dans d'autres commentaires et analyses. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous signale, parce qu'en fait on a eu un petit problème avec Internet, que notre site, le site internet du Cercle Richelieu est à nouveau en ligne. On va reposter, parce qu'on a tout perdu. On va tout reposter, les articles, etc. Et a priori, dans les semaines qui viennent, vous devriez avoir les émissions avec les articles en face. Si vous avez envie de lire nos proses maladroites, ou à droite, ça dépend de qui. Je vous remercie. En tout cas, ça sera de droite. C'était le mot de la fin de Castellan. Et je vais laisser la parole à mes deux comparses. Merci de nous avoir suivis, vive le roi. Oui, merci à vous d'être resté jusqu'au bout, c'est important. Et Mike, je vous souhaite de vous porter bien et que Dieu vous garde. Et la prochaine fois, ce sera dans 15 jours, avec une nouvelle émission de GMX. Vive la France, vive le roi, soyez royalistes.